Bonjour à tous, bienvenue à l'école des arts culinaires Le Nôtre. Je me présente, je suis Gauthier Denis, chef boulanger et responsable de la boulangerie à l'école. Donc aujourd'hui avec vous, pendant ce live, je vais vous faire une fougasse provençale. Donc je vais essayer de vous expliquer toutes les petites étapes et toutes les astuces de cette recette pour la réussir au mieux à la maison. Alors vous inquiétez pas, on a juste besoin d'un batteur et après on peut utiliser le matériel qu'on a à la maison, ça marchera très bien. Donc pour commencer, on va prendre dans notre batteur l'eau. Donc on a 325 g d'eau qu'on va mettre en premier, toujours l'eau en premier. Vous verrez, ça va mieux pétrir. Ensuite, on va mettre nos 2 g de levure, la farine, 500 g, et 9 g de sel. On va commencer à pétrir avec ces 4 ingrédients. On va juste garder de côté l'huile d'olive, les olives et les tomates séchées. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Et donc là, on va partir pour 4 minutes en première vitesse. Alors pourquoi j'ai pas mis l'huile d'olive, les olives et les tomates séchées? Tout simplement parce que je souhaite d'abord bien construire la pâte. Dans la farine, on a du gluten. L'objectif du pétrissage, ça va être de tisser ce gluten pour faire quelque chose qui puisse retenir la fermentation. Donc tout ce qui va être un peu gras comme l'huile d'olive ou comme les tomates séchées ou les olives, on va plutôt les garder pour la fin. On va d'abord bien construire notre pâte pour avoir quelque chose de bien résistant et ensuite on va incorporer nos ingrédients pour que ce soit beaucoup plus simple et vous verrez, on aura une meilleure fermentation. Une petite astuce à la maison, hop, je vous montre ceci. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez écrit température de base 54. Alors 54, ça va être un chiffre de référence. Donc c'est un chiffre qui marche très bien pour cette recette. Donc on va prendre ce chiffre 54 et avec, vous allez voir, on va faire un petit calcul. Ce petit calcul est très simple. On va prendre la température de notre cuisine. Donc ici, on est à 20 degrés. On va prendre la température de notre farine. Notre farine est à 11 degrés. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas stockée dans le même endroit. Si elle est stockée dans le même endroit, elle peut être à la même température. Et ensuite, on va additionner ces deux températures, ce qui va nous donner 31. Ces 31, on va les soustraire à notre chiffre 54, ce qui va nous donner 23. 23, ça va être la température de l'eau. Donc si on utilise une eau à 23 degrés pour cette recette, on est sûr qu'à la fin de notre pétrissage, on a une pâte entre 23 et 26 degrés. Pourquoi 23 et 26 degrés? Parce que c'est la température la plus optimale pour le développement de la levure. Donc si on est entre 23 et 26 degrés, vous allez voir, on va avoir une fermentation qui va très bien se dérouler. Si on est un petit peu plus froid, ça risque de mettre un peu plus de temps. Et si on est un petit peu trop chaud, on risque d'abîmer un petit peu les levures. Donc ce petit calcul, vous pouvez le faire à la maison, c'est très simple. Ça vous permet de connaître la température de l'eau. Et comme ça, vous pouvez envoyer votre pétrissage et vous êtes sûr qu'à la fin, on sera aux alentours 23-26 degrés. Voilà pour la petite explication. Donc là, on a 4 minutes de première vitesse. Donc la première vitesse, vous allez voir, c'est le phrasage. Le phrasage, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange des ingrédients. Donc c'est un terme un petit peu technique, mais qui est tout simple. C'est vraiment avoir un beau mélange homogène de tous nos ingrédients. Une fois qu'on a un beau mélange au niveau de ces ingrédients, on va passer en deuxième vitesse. La deuxième vitesse, ça va incorporer de l'oxygène. L'oxygène, ça va donner de la nourriture pour nos levures. Les levures ont besoin de sucre, d'oxygène et de chaleur. Donc on va donner un petit peu d'oxygène et en même temps, on va tirer notre réseau glutineux pour arriver à ce qu'il soit le plus tendu possible pour bien retenir notre fermentation. Donc là, je vais pouvoir passer en deuxième vitesse. Donc là, j'incorpore toujours pas mon huile d'olive, mes tomates séchées et mes olives, parce que j'ai vraiment besoin que ma pâte soit bien construite avant de le faire. Je vous montre la consistance de la pâte. Donc vous voyez là, on a une pâte qui commence à se tenir, mais qui n'est pas tout à fait finie d'être formée. Donc là, on va incorporer tout doucement l'huile d'olive. Donc on va se remettre en première vitesse, la vitesse lente, pour éviter les projections d'huile d'olive un petit peu partout. Et on va la mettre en filet, tout doucement.
là, l'huile d'olive, elle va détendre notre pâte. On vient de bien construire notre pâte, on vient de lui donner de la force. Et là, on va la détendre tout doucement avec l'huile d'olive. Ça va lui permettre de finir de se pétrir. Donc là, on attend que notre huile d'olive soit bien incorporée. Et quand elle est bien incorporée, on va pouvoir rajouter d'un seul coup les olives et les tomates séchées. Alors à la maison, vous pouvez remplacer les olives et les tomates séchées par autre chose. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose d'assez original, vous pouvez garder les mêmes quantités, mais mettre par exemple de la menthe, du chocolat, des choses comme ça. Ça se marie très bien avec l'huile d'olive et ça peut vous faire une fougasse un petit peu dessert. Donc après, c'est à vous de choisir vraiment l'incorporation que vous souhaitez en gardant les mêmes quantités. Parce que si on en met trop, après on risque d'abîmer la pâte. Quand j'ai bien incorporé mon huile d'olive, je rajoute tous mes ingrédients en même temps. Et là, on va finir le pétrissage. Alors là, c'est très simple. Une fois que c'est incorporé, on arrête. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. On prépare un bol à la maison. Donc, pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans. Vous pouvez le laisser tel quel. Ça marche très bien. Pas besoin de mettre de farine, pas besoin de mettre d'eau. On le laisse comme ça. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après. Vous allez voir, c'est très simple pour pouvoir sortir la pâte. Hop. Mes ingrédients sont bien incorporés. On peut arrêter le batteur. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour y répondre. Hop. Donc là, moi, j'utilise une petite corne, facile à trouver dans le commerce. Ça va vous aider à sortir la pâte sans tirer dessus. On évite de déchirer la pâte avec la main, ça l'abîme. On vient de bien la construire, donc on évite de l'abîmer. Et donc là, j'ai toute ma pâte sur la table. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre toutes les extrémités, puis je vais les ramener au centre. Vous allez voir. Hop. Comme ça, une fois que je la retourne, elle est déjà mise en forme. Et là, j'ai plus qu'à la prendre et je vais la mettre dans mon bol. Je reprends où on s'était arrêté. Donc comme je vous le disais, on rabat tous les coins de la pâte au centre. Et quand je la retourne, j'ai déjà une belle forme. Et cette forme, hop, je la mets dans mon bol. Et donc ensuite, je vais la couvrir d'un plastique. Alors, il vaut mieux prendre du plastique qu'un torchon. Le torchon a tendance à sécher la pâte. Donc, un plastique, ça va vous permettre de le protéger. On fait bien attention d'être bien sur toutes les parois de la pâte. Et ça, on va pouvoir l'envoyer pendant 12, 24, 48 heures au frigo. Ça va nous permettre d'avoir une fermentation très lente. Et comme ça, on va pouvoir la récupérer. Si je la fais ce soir, je peux la récupérer demain pour demain soir pour le dîner. Elle sera prête et elle sera cuite. Donc, ça vous permet de travailler sur 2 jours et en même temps, on va développer les arômes. Donc là, cette pâte, elle part au frigo. Comme on ne peut pas attendre demain, on va reprendre une pâte que j'ai déjà préparée hier pour vous. Hop. Donc qui elle est déjà prête et qui elle a déjà bien fermenté. Donc là, on va pouvoir la sortir. Je vous montre. Hop.
Voilà, donc on voit là, la pâte, quand on la touche, on sent qu'il y a des gaz de fermentation à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir la sortir sur la table. Et on va la portionner. Donc là, on va pouvoir la diviser. Alors moi, je vous ai mis 260 grammes sur la recette. Après, vous pouvez faire soit une grande fougasse, des petites. Ça, c'est vous qui choisissez. Hop, on peut même, voilà, y aller plus ou moins à l'œil. On a à la maison, c'est pas très très grave. Et ensuite, on va reprendre cette pâte et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir ramener tous les coins au centre. Hop, comme ça, quand je la retourne, j'ai presque ma boule de terminée. Et là, je vais utiliser mes 2 derniers doigts et je vais venir tendre la pâte pour avoir une belle boule qui soit bien lisse sur le dessus. Et ensuite, là, cette petite boule, on vient de la serrer. Donc, on ne va pas le façonner tout de suite parce que sinon, on risque de déchirer la pâte. Donc, on va la laisser détendre un petit peu. Donc là, je prends mes 4 morceaux de pâte. Donc, je ramène toujours tous les coins au centre. Comme ça, quand je la retourne, je suis presque boulé. Et avec les 2 derniers doigts, je vais venir appuyer un petit peu pour tendre. Quand c'est fait, alors on peut mettre sur une petite planche en bois, sur du papier cuisson, sur un torchon. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Tout fonctionne. Hop. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, ce qu'on appelle une mise en forme, c'est ce qui va nous permettre presque de déterminer le façonnage final. Donc ça va nous permettre d'être régulier sur tous nos produits. Si je ne fais pas de mise en forme, je risque d'avoir des produits qui sont tous très différents. Alors que là, si je fais des boules avec tous mes produits, bah, au moins, je suis sûr d'avoir des fougasses qui soient régulières. Pour les laisser se détendre, on peut le mettre un petit plastique dessus. Hop. Alors le plastique, toujours, c'est pour éviter de sécher la pâte. Si la pâte a tendance à sécher, le problème c'est que la fermentation risque d'être soit ralentie, soit un petit peu bloquée, ou alors vous risquez d'abîmer un petit peu votre pain, ce sera moins joli. Donc toujours mettre un petit plastique dessus, et là on va le laisser détendre pendant 20-30 minutes. Tour de magie. J'avais préparé la pâte juste avant de vous retrouver. Et donc là, ça va nous permettre de passer directement au façonnage. Donc vous voyez, quand la pâte est détendue, on le voit bien, elle a tendance à la bien relâcher. Elle s'est un petit peu affaissée sur les côtés. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir la prendre. On ne risque pas de la déchirer. Très important de ne pas déchirer les pâtes. On a fait tout un travail de pétrissage juste avant pour bien construire le réseau glutineux avec le gluten. Donc on ne veut surtout pas l'abîmer. Et donc là, on ne va pas hésiter, on va mettre de la farine sur la table, généreusement, de chaque côté. Alors n'hésitez pas avec la farine, hein. Quand vous commencerez à avoir le geste et que les doigts ne colleront plus, vous pourrez en mettre de moins en moins. Donc là, vous voyez que les mains, je vais venir gentiment appuyer sur ma fougasse. C'est très simple. Je vais vous donner une recette plutôt facile à faire à la maison, comme ça tout le monde peut la réussir. Il n'y a pas trop de manipulations qui peuvent être compliquées. L'avantage de ce pain, c'est quand un pain contient de l'huile d'olive, vous verrez le résultat à la fin. Quand on va le passer au four, on aura quelque chose en termes de volume qui va être pas très épais, mais qui va être par contre très moelleux. Ça, c'est le gros avantage de l'huile d'olive. Donc, c'est des pains qui sont très faciles à réussir dans des fours de cuisine standard. On n'a pas besoin d'avoir un four à pain pour les faire, surtout pour les réussir. Donc voilà, quand j'ai fait mon petit étalage, on va pouvoir passer au façonnage de la fougasse. Alors, pour vous simplifier la vie,
ce que je fais, c'est que je prends du papier cuisson, je coupe un petit rectangle, un petit carré. Je vais venir poser ma fougasse dessus. Hop. Et ensuite, je vais prendre une petite corne. Alors, si vous avez à la maison quelque chose qui coupe, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une corne qui soit professionnelle. Même parfois, on peut utiliser les truelles de peintre, ça fonctionne très bien. Donc, plutôt de petites dimensions. Et vous allez voir, on va venir faire des entailles de chaque côté. Et au total, on va en faire 7. Alors, pourquoi 7? Pour les 7 jours de la semaine. En boulangerie, on a beaucoup de pain qui nous ramène souvent au chiffre 7, comme la couronne bordelaise où il y a 7 boules. Pourquoi? Parce que la boulangerie, c'est du partage, donc c'est aussi pour rompre le pain ensemble. Surtout aujourd'hui, c'est la Saint-Honoré, la fête des boulangers. Donc il faut la célébrer. Donc voilà, quand j'ai fini ma fougasse, j'ai fait mes 7 entailles que j'ai légèrement écartées, pour que ce soit plus joli. Alors, n'hésitez pas à bien écarter. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir la fermentation, donc la pâte va repousser. Donc si j'écarte pas assez, je risque de reboucher mes trous pendant la fermentation. Donc il vaut mieux être parfois trop écarté, comme ça on est sûr d'avoir des jolis trous. Et ensuite, je vais venir faire glisser sur ma plaque de cuisson. Je vous en montre les autres. Donc je reprends ma fougasse sur mon papier cuisson. Ça c'est plus facile, vous avez juste à faire glisser le papier cuisson sur votre feuille, parce que si vous devez la porter pour la poser sur le papier cuisson, elle a tendance à beaucoup se déformer. Donc vous verrez, ça va vous faciliter la vie. Alors on n'hésite pas à bien appuyer pour couper, parce qu'on a mis beaucoup d'incorporation à l'intérieur, donc il y a les tomates séchées, il y a les olives, donc ça peut être légèrement difficile. Donc on appuie bien fort pour faire des jolis trous. Et ensuite, on écarte. Et voilà, quand c'est fini sur la plaque, je vous montre les 2 dernières. Donc toujours les 7 entailles. Alors c'est pas grave si vous n'êtes pas régulier dans le taillage, il n'y a aucun problème. La boulangerie c'est vivant, donc on ne cherche pas la perfection. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que ce soit bon. Voilà, toutes mes entailles. Et on vient la glisser. Alors pour la dernière, j'ai plus de papier cuisson, donc je vais vous montrer sans. C'est un peu plus de risque. Je vais m'aider un petit peu avec la farine. Voilà. On va rapprocher la plaque et je vais m'aider un peu. Voilà. Toc. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué sans les feuilles, c'est pour ça que je vous ai donné cette astuce. Et voilà. Et donc là, on va devoir passer donc à l'après, ce qu'on appelle la deuxième fermentation. Donc la première, on l'a faite toute la nuit au frigo. Et là, on va donner la deuxième fermentation. Pourquoi? Parce qu'on a fait des manipulations sur notre pâte. Donc ce qu'on souhaite, c'est lui redonner de la vie, lui redonner de la fermentation à l'intérieur. Donc là, on va repartir pour une petite heure de fermentation à température ambiante. Là, en revanche, je vous conseille de mettre un torchon dessus, parce que si vous mettez un plastique, ça risque de coller. Alors que le torchon va faire une très fine pellicule de croûte sur le dessus. Comme ça vous permettra
de les mettre au four plus facilement. Hop, donc là, une bonne heure, température ambiante, pas besoin de chaleur, pas besoin de chaud, ça sert à rien. Juste un torchon dessus pour éviter que ça puisse croûter. Et c'est parti. Hop. Je vous montre ce que ça donne quand c'est fermenté. Donc là, vous voyez, on a repris un petit peu de volume, donc on voit qu'on a de la fermentation qui est revenue à l'intérieur. Vous verrez, quand vous touchez, on a l'impression de sentir des petites billes à l'intérieur. Et si on appuie fort, eh ben, on sent qu'elles explosent. Donc tout ça, c'est la fermentation, c'est toute la vie qu'on a donnée à notre fougasse. Et donc là, vous voyez, quand j'appuie dessus, bah, j'ai l'empreinte de mon doigt qui reste. Donc là, ça veut dire que j'ai une bonne fermentation et que je vais pouvoir les envoyer au four. Donc là, c'est très simple, on a juste à les mettre au four comme ça. Alors, pas besoin de mettre de buée, on dit souvent qu'il faut de la buée pour le pain. Sur ce pain-là, on n'en a pas forcément besoin. Si vous avez la possibilité de le faire dans votre four, faites-le. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous allez voir, petite astuce à la fin pour pouvoir la faire briller. Et là, on va partir pour 15 minutes de cuisson à 250. 15 minutes, pourquoi? On veut que ce soit blanc. On veut une cuisson plutôt blanche pour que ça reste très moelleux. On ne veut pas que ce soit sec. Donc, si à la maison, votre four à 250, c'est très chaud, baissez un petit peu. Passez sur 12 minutes. Si votre four est plus froid, vous augmentez un petit peu, vous passez sur 18 minutes. Comme ça, vous aurez une cuisson. On s'adapte en général parce que tous les fours sont différents. Donc, on essaie de s'adapter avec ce qu'on a à la maison. Donc, je ne peux pas trop vous dire un temps exact. Et donc ensuite, après ces 15 minutes de cuisson, hop, on obtient ceci. Donc vous voyez, j'ai une fougasse qui est encore très moelleuse. Donc là, elle sort du four une petite demi-heure. Et donc là, vous voyez, elle a un petit peu de terme. Donc pour lui donner un petit peu de brillant, la petite astuce, je vais prendre de l'huile d'olive que j'ai préparée toujours la veille pour bien infuser. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit peu d'ail et du basilic. Donc ça va rapporter un petit peu de fraîcheur sur la fougasse. Et en même temps, eh ben, quand on va mettre au coup de pinceau dessus, on va avoir quelque chose qui va être bien brillant. Alors on n'hésite pas, on est généreux. Hein. La boulangerie, c'est de la générosité. Donc on peut y aller. De toute façon, le pain, il va absorber un maximum d'huile d'olive. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà, vous verrez, vous avez les odeurs qui remontent. Toc. Et voilà, j'en ai préparé d'autres pour vous montrer ce que ça donne. Voilà les fougasses. Donc là, après, hein, on n'a plus qu'à casser un petit morceau. Et on y va. Donc on a quelque chose de très moelleux. C'est parfait pour commencer l'été, on a les beaux jours qui arrivent. Donc là, on est vraiment sur une recette provençale qui va donner de la fraîcheur, qui va être très sympa, que ce soit pour l'apéritif ou même pour accompagner du poisson ou des choses comme ça. C'est super chouette. La recette est assez simple, comme je vous l'ai dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser. On sera là pour y répondre. Et là, je vous présente tous nos partenaires, grâce à qui on peut confectionner ces magnifiques produits. Et voilà, donc là, on arrive sur la fin de notre vidéo. Donc, je voulais vous dire pour la partie boulangerie, si vous voulez faire des stages professionnels qui sont accessibles via votre CPF, n'hésitez pas, que ce soit en viennoiserie ou en boulangerie. On sera là pour vous donner toutes les astuces et toutes les petites techniques pour que vous réussissiez au mieux dans votre boutique ou à la maison ce que vous pouvez faire. Et après, si vous souhaitez vraiment vous reconvertir en boulangerie, on a une formation longue en boulangerie. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des renseignements sur école-lenôtre.com. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et j'espère vous revoir très prochainement pour une autre recette. Merci à tous. Au revoir.